Et nous y sommes. Donc, on va sauter sur un sujet radicalement différent avec, avec ce qui est le sujet principal de mes recherches depuis maintenant quelques années. Je suis en train de finir un livre sur une compositrice qui s'appelle Maddalena Casulana. Et elle s'est illustrée par le fait qu'elle est la première femme qui a publié un livre de musique à son nom. Donc, elle n'est pas ni la première compositrice, ni la première compositrice qui a publié, mais elle est la première compositrice qui a publié ouvertement, on va dire publiquement, donc en faisant imprimer un livre de madrigaux en Italie qu'elle publie en 1568, avec une dédicace à Isabelle de Médicis, qui est une des protagonistes de mon titre, qui était la fille aînée du duc de Toscane, donc du duc de Médicis, donc une très grande famille sur le plan politique et sur le plan artistique de la Renaissance italienne, comme vous savez. Et on a un troisième protagoniste dans mon titre, qui est Stefano Rossetti, que vous connaissez peut-être pas, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Et je vais rentrer dans le vif du sujet dans un instant, après vous avoir peut-être défini ce que j'entends par le terme phylogénie, qui est un terme en réalité très ancien, puisque c'est le contraire, en fait, c'est l'antonyme de la misogynie étant la haine des femmes, et la phylogénie étant l'amour des femmes, sont des termes qui existaient déjà en grec ancien, et que j'utilise. Donc, j'utilise le terme phylogénie plutôt que de parler d'un proto-féminisme ou d'un féminisme. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas exactement la même chose d'aimer les femmes et d'être féministe. C'est même assez évident. Donc, il y a des discours que je qualifierais de phylogénie qui peuvent être qualifiés aussi de proto-féministes, et d'autres qui ne peuvent pas l'être. On en verra un exemple tout à l'heure. Au XVIe siècle, en Italie, le terme misogynie et phylogénie n'est pas utilisé comme moi je l'utilise. On parle plutôt de défense des femmes ou de calomnie à l'encontre des femmes, ou alors d'invective contre les femmes, ou alors d'autres termes. Mais en revanche, le phylogène peut être utilisé comme un pseudonyme pour publier des textes en défense des femmes. Donc, il y a quand même, ces termes ont quand même un usage, on va dire, misogyne, phylogène, assez discret, mais quand même existant au XVIe siècle. Et donc, je les utilise comme d'autres historiens du féminisme de cette époque. Donc, la dédicataire du premier livre de madrigaux de Maddalena Casulana, et donc Isabelle de Médicis, que vous voyez ici, qui est une personnalité assez importante dans la vie culturelle florentine au milieu du XVIe siècle. Et en fait, il y a une espèce de légende noire autour de cette figure, puisque selon une très longue tradition historiographique qui remonte au XVIe siècle et qui va jusqu'à aujourd'hui, Isabelle de Médicis aurait été assassinée par son mari, Paolo Giordano Orsini, et son frère, surtout, François de Médicis, le futur grand-duc de Toscane. Et elle aurait été assassinée en 1576 pour des raisons que je vous épargne, mais qui comprennent en partie une scène d'adultère, en fait. Donc, assez classique pour l'époque. Alors, cette légende noire a été remise en question par une historienne italienne qui s'appelle Elisabetta Mori, qui a publié plusieurs ouvrages sur Isabelle de Médicis, dont une biographie dans laquelle elle entend sauver l'honneur, rétablir l'honneur perdu d'Isabelle de Médicis, l'onore perduto di Isabella dei Medici. Et selon elle, en fait, Isabelle de Médicis serait morte de sa belle mort. Et elle a aussi publié la correspondance entre le mari d'Isabelle de Médicis et Isabelle de Médicis. Et effectivement, on voit qu'en tout cas, à un moment dans leur vie, ils ont l'air de s'être aimés et se sont envoyés des lettres assez intimes, pas du type écrit par des secrétaires, mais quelque chose d'un petit peu plus vécu. Donc voilà, donc je tenais à vous
à vous rappeler ce contexte historiographique avant de me lancer dans mon exposé. Alors, concernant Isabelle de Médicis, elle a été, donc, comme je vous l'ai dit, une figure importante du mécénat musical. Et en fait, comme au début du XVIIe siècle, tout le monde était plus ou moins convaincu qu'elle avait été assassinée au moins par son frère et peut-être par son frère et son mari, elle a été un petit peu oubliée, reléguée dans les oubliettes de l'histoire. Parce que c'était devenu une figure problématique dans l'histoire des Médicis. Mais en fait, au milieu du XVIe siècle, elle est la destinataire de nombreuses dédicaces de livres assez différents. Je vous en ai mis quelques-uns. Ça va, comme vous pouvez le voir, d'un traité de cosmographie qui lui est dédicacé par le cosmographe de la cour, Ignazio Danti, donc en 1573. Ça va, peut-être que vous connaissez ce livre de Bargalli sur les veillées de Sienne, qui a donné lieu à un imprimé très amusant d'Orazio Vecchi, qui a mis en musique ces veillées de Sienne plus tard, au début du XVIIe. Donc, elle est très souvent dédicataire d'ouvrages. Et elle est également la dédicataire d'ouvrages de musique, dont effectivement celui de Casulana, dont je vous parlais, qui vient à la suite de deux autres livres de notre troisième protagoniste, Stefano Rossetti. Stefano Rossetti lui dédicace en 1566 un premier livre de madrigaux à 6 voix. Et en 1567, ce magnifique livre qui s'appelle La Lamentation ou la Plainte d'Olympe, donc paru en 1567, avec, comme vous pouvez le voir, un magnifique frontispice orné d'une gravure dont j'essaye de décoder le sens depuis un certain temps. Et c'est cette gravure dont on parlera à la fin de ma présentation, parce que je me suis dit, je pourrais vous parler de beaucoup de choses sur Casulana, mais en fait, j'avais envie de tester un petit peu mes hypothèses grâce à cette opportunité que j'ai de parler aujourd'hui à Eremus Présente, parce que j'ai fait une analyse donc iconographique de cette gravure, et je me demande si ça tient vraiment la route, j'espère. Mais voilà, je voulais la soumettre à votre jugement et à votre expertise. Un an plus tard, après la publication du Lamento di Olimpia de Rossetti, Maddalena Casulana donc dédicace à Isabelle de Médicis ce livre, son premier livre, donc de madrigaux. Casulana, on y reviendra, elle se situe à l'intersection de beaucoup de chants de mécénat traditionnellement cultivés par les Médicis à cette époque. La musique, bon, je ne vais pas vous comment dire, expliquer que les Médicis ont été une très grande famille de mécènes pour la musique, évidemment à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, mais aussi avant, en fait. Donc ça, c'est un premier champ. Le deuxième champ, c'est, on y reviendra tout à l'heure aussi, la créativité des femmes. Et le troisième champ, c'est la pensée philogine. Alors, pourquoi penser philogine? Eh bien, parce que Maddalena Casulana est restée célèbre, non seulement pour avoir publié cet ouvrage, mais aussi pour avoir tenu des propos extrêmement incisifs contre la misogynie dans sa dédicace. Donc là, il n'y a aucun doute sur l'intention que je qualifierais presque de proto-féministe dans son cas. Et je vais vous la lire, donc cette dédicace. À l'illustrissime et excellentissime signora, la signora Donna Isabella dei Medici Orsina, Orsini étant la famille de son mari, duchesse de Bracciano, elle était duchesse de Bracciano par son mari, Paolo Giordano. Elle écrit, cette lettre est célèbre, hein. Je sais bien, illustrissime et excellentissime signora, que mes premières œuvres, par leur faiblesse, ne pourront avoir l'effet que je souhaiterais, qui serait, en plus de témoigner ma dévotion envers votre excellence, de révéler aussi au monde, pour autant que cela me soit permis dans la profession de la musique, la vaine erreur des hommes qui se croient maîtres des dons de l'intellect, au point qu'il leur semble impossible de partager ces derniers avec les femmes. Néanmoins, je n'ai pas voulu manquer de les publier, en espérant que du nom glorieux de votre excellence, à qui je les dédie révérentement, elle puisse obtenir tant de lumière qu'un génie, ingegno, et il faut comprendre ici ingegno féminin,
hein, un génie féminin, génie au sens ancien du terme. On a eu une grande discussion avec Anne Pied juste sur la traduction de ce terme. C'est vraiment dans le sens ancien du terme. On a tous du génie, hein, on a tous comment dire, un esprit capable de faire quelque chose. Il y a des gens qui ont un grand génie, un petit génie. Donc j'ai gardé le terme ancien génie, qu'un génie plus élevé pourra s'allumer à celui-ci pour démontrer par un effet évident ce que je n'ai pu démontrer que de toute mon âme. Que votre Excellence agrée mon intention candide, et si de fruits si matures je ne puis recevoir les louanges qui sont le seul fruit du labeur vertueux, comment votre bonté fasse que je jouisse du prix de votre grâce, afin que je les considère pour toujours, si ce n'est bon, au moins très fortuné. Je baise humblement la main de votre Excellence, de Venise, le 10 avril 1568. Donc, il y a une critique tout à fait ouverte, hein. On n'est pas dans une seule interprétation du texte en allant relier le texte de Maddalena Casulana à une pensée philogine contemporaine. Alors, ce qui m'a intéressée, en fait, c'était de... Il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans cette dédicace. Je me suis demandé comment Maddalena Casulana avait pu concevoir une telle chose à son époque. Qu'est-ce qui avait pu la motiver? Qu'est-ce qui avait pu la légitimer aussi pour signer un texte de ce type? Ce serait un petit peu long de vous le raconter, mais aujourd'hui, je vais envisager l'autre côté, c'est-à-dire comment est-ce que Isabelle de Médicis, en fait, a conçu elle-même cette dédicace dans un panorama en fait plus grand de la création de son image, en la rattachant notamment à une tradition familiale. Alors, je commencerai par rappeler en fait que les parents d'Isabelle de Médicis étaient Côme de Médicis et Léonore de Tolède, donc les deux ducs. Ils deviendront, enfin, Côme deviendra grand-duc après, mais ils sont pour l'instant ducs de Médicis, donc ce sont ses parents. Et ils ont été les dédicataires de plusieurs ouvrages composés par des femmes de lettres à l'époque. Il y a les femmes publient... les femmes de lettres en fait publient en Italie depuis la fin du XVIe siècle, et ils ont notamment été les dédicataires de deux ouvrages d'une poétesse et autrice qui s'appelle Tullia d'Aragona, qui était ce qu'on appelle une courtisane honnête. Donc c'était une femme qui n'était pas mariée, qui vivait assez librement, mais qui jouissait d'un statut relativement élevé. C'était une courtisane, mais une courtisane en fait qui entretenait qui conversaient, qui avaient des commerces avec les hommes, pour utiliser un terme d'époque, aussi grâce à ses vertus intellectuelles. Et Tullia d'Aragona, c'est une espèce de prototype par excellence de ces courtisanes honnêtes. Et elle est la première femme qui publie un ouvrage en signant la dédicace de son nom. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs femmes qui avaient déjà publié des œuvres avant elle, évidemment, mais elle le fait de façon intentionnelle, en signant elle-même la dédicace. Ça veut dire que c'est vraiment elle qui s'assume comme l'autrice et à l'origine de cette publication. En 1547, elle dédicace un dialogue sur l'amour. Donc, elle s'aventure sur le terrain de la philosophie de l'amour à Côme de Médicis. Et pourquoi est-ce qu'il me... Oui. Et la même année, elle publie son premier recueil de rimes, et son unique recueil de rimes d'ailleurs, à Éléonore de Tolède, donc la femme de Côme de Médicis, et la mère d'Isabelle de Médicis. En 1560, Éléonore de Tolède reçoit également une autre dédicace d'une poétesse qui s'appelle Laura Battifera, qui était protégée de la cour de Médicis, donc une des plus importantes autrices aussi italiennes à l'époque, qui est également protégée par les Médicis. Donc il y a vraiment une tradition familiale de protection des femmes autrices et des femmes publiantes à l'époque, dans laquelle je pense que Isabelle de Médicis s'inscrit si vous voulez, en déviant un petit peu la trajectoire, en allant butiner du côté de la musique et non plus de la poésie ou de la philosophie. Autre tradition familiale, c'est de protéger les auteurs que j'appelle philogines, puisque Éléonore de Tolède avait reçu la dédicace d'un ouvrage philogine publié en 1552 par un auteur qui s'appelle Domenico Bruni da Pistoia,
qui s'intitule « Défense des femmes ». Donc, dans cette défense des femmes, nous dit Bruni, eh bien, ça contient la défense contre les calomnies que leur adressent les écrivains, ainsi que les louanges. Donc, on est là, vous voyez les termes, la calomnie, les louanges des femmes, c'est tout à fait le type de dichotomie qu'on peut avoir dans la littérature philogine de l'époque. C'est pas le traité philogine le plus révolutionnaire, mais bon, ça fait partie de ce corpus d'ouvrages qui prennent la défense des femmes sur plusieurs plans, et notamment chez Bruni la Pistoia sur le plan légal. Et il s'intéresse au droit. Un autre auteur philogine, alors beaucoup plus important que le précédent, c'est Lodovico Domenici, qui est salarié de la cour des Médicis en tant qu'historiographe. Il est dans les registres de comptes. Là, vous voyez le petit bout de registre que j'ai pu aller consulter. Il est donc salarié en 1559-1560. C'est précisément le moment où Lodovico Domenici publie la toute première anthologie de rimes de femmes, de poétesses italiennes. C'est en 1559. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est à la cour de Médicis. À ce moment-là, Isabelle de Médicis, certainement, le connaissait, le côtoyait. Et il publie donc cette anthologie dans laquelle il fait référence à un traité philogine qu'il avait publié avant, en 1548, vous avez les dates, qui s'appelle la noblesse des dames. On dit toujours dames et pas donne, enfin eux, disons au XVIe siècle, hein, puisque là, ou alors féminin, encore pire, c'est carrément injurieux chez certains auteurs philogines. Et donc ça, c'est la plus grosse somme philogine publiée au milieu du XVIe siècle, avec énormément d'exemples de femmes illustres, d'excellence féminine, et c'est une espèce de grand plagiat en fait de tout ce qu'on avait pu écrire sur l'excellence des femmes jusqu'à son époque. Donc on voit bien cette tradition que Casulana en fait fait converger cette triple tradition mécénatique médicéenne, la musique, les femmes publiantes, les femmes de lettres et la philogénie. Alors, concernant Domenici, on voit que dans le texte de présentation de son anthologie de rimes, il a des propos qui sont assez proches de ce que dira plus tard, en fait, un peu moins de 10 ans plus tard, Casulana. Je vais vous lire ce qu'il écrit. Avec l'aide de quelques proches grandement attachés à la valeur des dames, j'ai recueilli ici et là une discrète quantité de rimes composées par des femmes. Je les ai conservées jusqu'à maintenant avec moi, ainsi que l'on garde les choses les plus précieuses. Et bien que depuis le moment où j'ai commencé à les recueillir, j'étais fermement résolue à vouloir les rendre publiques au grand monde par le moyen de l'impression, afin d'éclairer ceux qui ont des doutes quant à la grandeur du génie, donc ingegno féminin, je n'ai pas encore pu réaliser ce dessin. Donc on voit bien que, comme chez Casulana, Domenici utilise l'impression des œuvres de femmes de manière exemplaire, c'est-à-dire qu'il y a une intention démonstrative derrière ces publications. Je vais montrer au grand monde que les femmes sont capables, puisque certaines femmes l'ont fait, ont pu écrire de la poésie, eh bien ça veut dire que les femmes sont dans leur ensemble sont capables de le faire. Et c'est précisément le même type d'argument en fait qu'utilise Casulana dans la dédicace de son premier livre, où en fait elle dit à travers mon exemple, je vais montrer aux hommes et peut-être aux femmes qui n'y croient pas que c'est possible que les femmes publient de la musique. Donc on voit une continuité assez nette en fait entre l'histoire du mécénat médicéen et ce que propose Casulana. Plus tard, Isabelle de Médicis va recevoir une autre dédicace d'un ouvrage qui est assez intéressant, d'un poète qui s'appelle Muzio Manfredi, qui publie en fait une leçon qu'il a récité à l'Accademia dei Confusi de Bologne en 1575, dans lequel, dit-il, il discourt de l'honneur réciproque des hommes et des femmes.
je pense qu'on peut rattacher cet ouvrage à la pensée philogine contemporaine parce que d'une part, il fait ce que font quasiment tous les auteurs philogines, c'est-à-dire qu'il cite énormément d'exemples de femmes excellentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une rubrique de femmes musiciennes dans cet ouvrage. Il prend la défense des femmes en disant qu'il ne faut pas les attaquer. Donc ça fait partie, si vous voulez, des bonnes relations que les hommes et les femmes doivent entretenir. Les hommes doivent arrêter de dire du mal des femmes. Mais vous allez voir que Philogynie n'est pas nécessairement synonyme de féminisme. Manfredi, en s'adressant aux femmes, les invite également, vous allez voir, et surtout ne laissez jamais échapper en aucun lieu et en aucune compagnie quoi que ce soit de mordant à l'encontre des hommes, même si vous en connaissez quelques-uns qui ont des défauts, et ce, tant pour ne pas maculer votre candeur, que parce que si, chez les hommes qui ont davantage de liberté, ceci est un vice, qu'en sera-t-il pour vous? Donc, en fait, il dit explicitement ce que, à mon avis, pas mal de gens pensaient, c'est-à-dire qu'il n'est pas convenable pour une femme de prendre la défense des femmes. Et en fait, ça correspond à peu près à ce que l'on sait de la querelle, ce qu'on appelle la querelle des femmes, c'est-à-dire toute la dispute autour de l'excellence ou de la malignité du sexe féminin. C'est-à-dire qu'en Italie, très peu de femmes, en fait quasiment aucune femme ne prenne ouvertement la défense des femmes avant 1600. 1600, c'est le moment où deux femmes vénitiennes publient de façon concomitante des traités de défense des femmes, donc des traités philogines. L'une est Moderata Fonte, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Le mérite des femmes, et l'autre est une grande humaniste, Lucrezia Marinelli, qui publie en 1600, là je vous ai mis l'édition de 1601, c'est un ouvrage qui a été réédité plusieurs fois, un ouvrage donc, qui s'appelle La noblesse et l'excellence des dames. Et en fait, elle fait ce que vont faire pas mal de femmes à l'époque, c'est-à-dire, pour défendre les femmes, elle écrit également un traité qu'on pourrait qualifier de misandre, c'est-à-dire qui souligne tous les défauts des hommes. En fait, elle fait simplement écho à un ouvrage qui avait été publié par un auteur très misogyne qui s'appelle Passi, quelques années avant, dans lequel il avait listé pendant des centaines de pages tous les défauts des femmes. Donc, en fait, elle répond à Passi, elle le dit ouvertement. Et donc, elle écrit à la fois un traité qui va prendre la défense des femmes et qui va attaquer les hommes. Donc, c'est un peu les matchs de foot, si vous voulez. Hein. C'est une équipe contre l'autre et tous les coups sont permis. La querelle des femmes en Italie à ce moment-là. Alors, ensuite, au XVIIe siècle, il y aura d'autres autrices qui vont prendre la plume pour défendre les femmes. Mais au XVIe siècle, en fait, on en a très peu. Il y a évidemment la première femme qui a écrit un ouvrage qui lance symboliquement ce qu'on appelait la querelle des femmes, qui est Christine de Pisan, qui était vénitienne, mais en fait son texte, donc on est au XIVe siècle, au XVe siècle, pardon, au début du XVe siècle, mais en fait son texte, la Cité des Dames était assez peu connue en Italie, il n'est pas tellement cité par les auteurs philogines, et puis vous avez quelques femmes de façon extrêmement rare qui publient des textes dans lesquels il va y avoir quelques lignes qui peuvent critiquer la misogynie ou défendre leur sexe. Vous avez une grande humaniste qui s'appelle Isotta Nogarola, qui a écrit en 1451 un traité dans lequel en fait, elle remet en cause la culpabilité plus grande d'Ève dans le péché originel. Donc ça, vraiment, elle s'attaque au fond du problème. Hein. C'est vraiment la culpabilité d'Ève, c'est vraiment l'argument par excellence depuis... c'est vraiment comment dire, un argumentaire qui est hérité de la période médiévale, en fait. Hein. Donc, elle s'attaque au cœur du problème en disant, non, en fait, la culpabilité est partagée également entre Ève et Adam. Mais donc, elle l'a écrit, et ce n'est pas publié immédiatement, c'est publié bien plus tard, hein, c'est publié en 1563, donc juste avant la publication du livre de Maddalena Casulana. Et vous avez quelques femmes qui ont laissé des ouvrages manuscrits ou des lettres, on peut voir ça dans des lettres, mais à l'imprimerie, par des femmes qui assument pleinement, publiquement, de défendre leur sexe, en fait, c'est extrêmement rare. J'ai qu'un seul exemple qui me vient à l'esprit, qui est celui de Laura Terracina,
qui a écrit un grand discours dans lequel elle glose toutes les premières octaves des chants du Roland Furieux d'Arioste. Et Arioste a des passages philogines et aussi des passages misogynes dans son roman épique. Mais disons, elle s'intéresse aux passages philogines et elle a ces mots: « Je voudrais parler, mais la colère m'en empêche car je suis la seule à défendre notre sexe. » Donc c'est vraiment... si on considère que la seule au féminin, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne, il n'y a aucune femme qui prenne ouvertement la parole, et on le comprend si on garde à l'esprit en fait les mots de Manfredi qui dit non, pas de paroles mordantes à l'égard des hommes, même si vous en connaissez quelques-uns qui ont des défauts, vous gardez ça pour vous. Donc en fait, pendant tout le XVIe siècle, et même depuis la fin du XVe siècle, la seule manière que les femmes avaient pour participer à la dite querelle des femmes, c'était de sponsoriser des auteurs qui allaient écrire pour elles. Hein, parce que sinon, ça posait manifestement un problème de décorum. Un problème de décorum qui va sauter à la fin au tout début du XVIIe siècle, en fait. Donc, je vous ai mis aussi un exemple qui vient après la publication du livre de Casulana. Donc, on est en 1575. Veronica Franco, qui est une autre courtisane honnête, dans ces terze rimes, c'est-à-dire les rimes qui sont écrites avec le format de la Divine Comédie de Dante, elle a ces mots: « Quand nous sommes aussi armés et entraînés, nous pouvons montrer aux hommes que nous avons des mains, des pieds et du cœur tout autant que vous. Et pour vous montrer que je dis la vérité, parmi tant de femmes, je veux commencer en montrant l'exemple qu'elles pourront suivre. » Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que comme chez Casulana, je ne pense pas que Veronica Franco connaissait Casulana, mais peut-être parce qu'elles avaient toutes les deux fréquenté un peu les mêmes cercles à Venise. Il y a cette idée de « je prends la parole, je publie, je montre l'exemple, suivez mon exemple ». C'est vraiment la rhétorique des débuts d'une phylogénie féminine, en fait. Hein. Donc, quand Isabelle de Médicis reçoit la dédicace de Casulana, elle est en fait l'une des promotrices d'une des premières déclarations phylogines, qu'on pourrait même qualifier de proto-féministe chez Casulana, imprimée par une femme. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que ça ne vient pas de la littérature, mais ça vient de la musique. C'est une musicienne qui le fait. Casulana utilise un terme qui, à mon avis, est assez significatif. Elle parle du vano error degli uomini. J'ai voulu un peu faire une enquête philologique sur ce terme, vano error, qui est en fait une locution qui est empruntée à Pétrarque. Mais c'est le mot vain qui m'intéresse, la vacuité, la vanité, puisqu'en fait, je pense que ce qu'elle fait, c'est exactement comme ce que fera Lucrezia Marinelli plus tard. Elle retourne le stigmate, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que Lucrezia Marinelli, elle écrit un traité misandre pour défendre les femmes, et Casulana, si c'est elle qui a écrit la dédicace, retourne l'accusation de vacuité et de vanité, qui est traditionnellement un des arguments premiers en fait, de la pensée misogyne. Je vous mets quelques exemples. Un des plus importants traités misogynes du XVIe siècle, qui a été écrit par Michelangelo Biondo, c'est sous la forme d'un dialogue. Et les premiers mots du traité, les mots de l'échange plutôt, entre le personnage principal et Socrate: « Qu'est-ce que la femme? Fumée et ombre vaine, fureur superbe et mer pleine de vent. » Donc il y a vraiment cette idée dans la pensée misogyne que la femme est vide. C'est peut-être l'idée aussi de l'utérus, hein, c'est possible, hein, de ce vide, de ce manque, de cette vanité, de cette vacuité féminine. Dans le traité que Domenico Bruni, la défense des dames, ce traité que donc l'auteur a dédicacé à la mère d'Isabelle de Médicis, Éléonore de Tolède, eh bien, il liste en fait les arguments misogynes qu'il va essayer de déconstruire. Et voilà ce qu'il écrit: « Je dis que les fausses calomnies attribuées aux femmes sont innombrables. Premièrement, la femme est réputée être un animal imparfait, parce qu'incomplet en réalité. Deuxièmement, les femmes sont communément tenues pour vaines par les auteurs. » Donc moi, je suis convaincue que Casulana, ou la personne qui a écrit cette dédicace, avait ça en tête. Et Lucrezia Marinelli, dans son traité misandre, elle retourne, comme le fit Casulana, l'accusation de vanité, et elle consacre un chapitre entier
a démontré qu'il y a à parler des vaniteux, des hommes vaniteux et des vantards. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard si elle le fait. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que la pensée philogine arrive en terre musicale. Et je pense, c'est ce que je voudrais essayer de faire dans la dernière partie de mon intervention. Je pense que, si j'arrive à retourner en arrière, il y a une intention philogine dans l'imprimé de Rossetti, Il Lamento di Olimpia. C'est un imprimé qui est à la fois assez connu et assez mal connu. Il est mal connu musicalement parce qu'il est lacunaire, il manque une voix. Et donc, en 2017, il y a un musicologue qui s'appelle James Chatter qui a restitué la voix manquante et qui l'a publié chez AR. Et il est quand même connu parce qu'il y a tout un arrière-plan biographique dans cet imprimé qui a été souligné par plusieurs musicologues. Comme vous pouvez le voir, en fait, le Lamento di Olimpia est structuré en 3 parties. Vous avez toute la première partie qui est un très long cycle qui est composé sur des octaves du Roland furieux d'Arioste, qui est en fait la lamentation d'Olympe, Olympe étant abandonnée par son amant, Bireno. Et donc, elle se lève le matin et elle se rend compte que son amant est parti, l'a abandonnée, l'a trahi, est parti traîtreusement et l'a abandonnée où elle est. Ensuite, vous avez un madrigal sur un texte de Pétrarque qui parle de Diane chasseresse. Et puis ensuite, vous avez une grande canzone et chanson encomiastique toute à la gloire d'Isabelle de Médicis. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup moins cryptique, qui fait partie des encomiums, qui est typique des pièces encomiastiques musicales publiées à cette époque. Par contre, toute la première partie est assez intéressante parce que, comme l'ont noté plusieurs musicologues, il y a, semble-t-il, un parallèle à faire entre l'histoire d'Olympia abandonnée par son amant Bireno et la situation d'Isabelle de Médicis au moment où elle commandite, parce qu'on sait que c'est elle qui a demandé à Rossetti de mettre cette lamentation en musique. À ce moment-là, Isabelle de Médicis est seule à Florence et son mari, Paolo Giordano Orsini, est parti à Rome. Il l'a laissé à Florence parce qu'il essaye d'obtenir un titre important auprès du pape. Et on sait de la correspondance d'Isabelle de Médicis et de son mari qu'elle a assez mal supporté la séparation pour tout un tas de raisons qui sont à la fois politiques et peut-être intimes et émotionnelles. Mais on sait aussi que Paolo Giordano écrivait régulièrement à sa femme, il lui envoie des victuailles, il lui envoie des saucissons, des figues, voilà. Et donc, ils sont quand même restés en contact, mais bon, cette séparation déplaisait profondément à Isabelle. Donc, il y a un parallèle, disons, biographique qui a été souligné par de nombreux auteurs. Ce qui m'intéresse, moi, davantage, c'est quelle lecture on pourrait faire de ce frontispice assez, comme vous pouvez voir, assez beau. Et les mêmes auteurs qui ont souligné l'arrière-plan biographique du Lamento di Olimpia ont aussi souligné que c'est compliqué à décoder cette gravure. James Chatter a commencé à le faire sans vraiment essayer de donner sens en fait, aux premières observations qu'il a réalisées. Il a souligné, et peut-être que vous le voyez, qu'il y a quelque chose de très michelangelesque dans cette gravure et qui fait référence tout particulièrement au tombeau des Médicis de Michel-Ange, qui avait été sculpté vraiment peu de temps avant la publication, dans les années 1540. Et je vais vous les montrer. Et aussi à la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Peut-être c'est la chose qui saute le plus aux yeux. Hein, donc le doigt qui fait vraiment penser à la Genèse sur le plafond de la chapelle Sixtine. Les corps, la musculature, ces corps très, très musclés, les torsions, etc. Donc c'est évidemment, il y a une touche
Michel-Ange, qui rappelle aussi, qui en fait, indirectement, sans doute, une espèce de marque de fabrique de la famille des Médicis. Je vais vous montrer les tombes que Michel-Ange a sculptées pour les Médicis. Vous avez à gauche le tombeau de Laurent de Médicis et à droite le tombeau de Julien de Médicis. Et vous voyez que vous avez cette même comment on dit, construction avec deux figures nues, qui sont à chaque fois des allégories qui sont construites dans une complémentarité temporelle. Vous avez à gauche l'aurore et le crépuscule, et à droite, la nuit et le jour. Alors, évidemment, il y a déjà la façon dont les corps sont installés dans la gravure qui fait penser à ces tombeaux. Mais je pense aussi qu'il y a une sorte de complémentarité temporelle qui est voulue dans la gravure de l'ouvrage de Rossetti. À mon avis, la femme de gauche est plus âgée que la femme de droite. Vous voyez qu'elle a des traits beaucoup plus tranchants, qu'elle a vraiment un double menton assez marqué, alors que la femme de droite est manifestement plus jeune. Elle fait penser un peu à la Sibylle delphique de la chapelle Sixtine, avec son bandeau, là, je ne sais pas si vous l'avez en tête, son bandeau sur le front. Et si vous regardez Putti, les petits enfants qui sont en dessous, en fait, à mon avis, ils soulignent cette différence d'âge, qui sont des différences de saison de la vie, si vous voulez. Vous avez celui de gauche qui tend un bouquet de feuilles à la femme qui se trouve au-dessus de lui, et celui de droite qui tend ce que, à mon avis, est une coupe de fleurs. Et si on va chercher chez notre ami Ripa dans l'iconologie de Ripa, eh bien, les feuilles correspondent à l'automne et les fleurs correspondent au printemps. Et le printemps, c'est l'enfance de l'année, alors que l'automne, c'est la virilité de l'année. Donc, on a là une femme plus âgée, plus virile, et à droite, on a une femme plus enfantine, si vous voulez, et plus jeune. Alors, évidemment, l'arrière-fond michelangelesque est évident, mais je trouve qu'il n'explique pas absolument tout. Enfin, moi, j'ai eu besoin d'aller chercher ailleurs, en fait, pour essayer de comprendre cette gravure. Et j'ai été assez éclairée par une fresque vénitienne de Paolo Veronese qui s'appelle La punition du faussaire, que Veronese a peint. J'ai oublié la date exacte, on est dans les années 1550, peut-être en 1558 si je ne me trompe pas. Donc on est vraiment à la même époque. L'imprimé quand même est fait à Venise. Casulana était à Venise à ce moment-là, donc Venise, ce n'est pas non plus complètement déconnecté de l'univers iconographique de cet imprimé. Et vous voyez, donc ça s'appelle La punition du faussaire, et je trouve qu'il y a aussi dans la composition de ce tableau quelque chose qui fait penser à la gravure de l'ouvrage de Rossetti, avec un homme qui est tombé, qui est terrassé, qui est le faussaire, et qui est foulé du pied par l'allégorie de la justice, donc une femme qui pose son pied sur lui et qui le pousse vers le vide. Et en fait, son forfait est symbolisé par les objets en fer forgé qu'il tient sous son bras. Hein. Donc, on voit bien qu'il est puni parce qu'il a faussé pour les objets qu'il a faussés, et qu'il est puni par cette femme en étant terrassée par terre. Et vous voyez que quand même dans la composition de la gravure, eh bien, selon moi, même si c'est beaucoup plus suggéré, beaucoup plus cryptique que dans la fresque de Véronèse, le pied de la femme virile, je vais l'appeler la femme virile, et représente à mon avis une menace pour l'homme qui est lui aussi terrassé, il est tombé, et il essaye de se protéger avec son bras, hein, il interpose son bras entre lui et son pied, le visage est caché, on ne le voit pas, hein, et puis surtout il pointe des doigts, des tablettes, et il recouvre de sa cuisse un livre. Donc, si cet homme est tombé, à mon avis, il nous explique pourquoi, en montrant la cause de sa disgrâce par son doigt,
s'il est tombé, c'est à cause de ses écrits, me semble-t-il. C'est pour ce qu'il a écrit. Et si on veut vraiment poursuivre l'analogie, je pense qu'on pourrait, avec la fresque de Véronèse, on pourrait dire qu'il est tombé pour ses écrits fallacieux et que ça pourrait être une sorte d'allégorie assez peu conventionnelle, en fait, de la calomnie. Dans la gravure donc de l'imprimé de Rossetti. Alors, intéressons-nous de nouveau aux deux figures féminines qui portent en leurs mains des feuilles de palme. Alors, le problème quand on s'intéresse aux questions iconographiques, c'est qu'on peut évidemment tout faire dire à toutes sortes de symboles, mais je vais retourner à notre ami Cesare Ripa et à son iconologie. Pour Ripa, la feuille de palme symbolise la victoire, mais aussi la tempérance. Victoire. On dessine pour la victoire une femme ailée qui, dans la main droite, tient une corne d'abondance et dans la main gauche, une feuille de palme. Et c'est, à mon avis, plus intéressant la question de la tempérance. Tempérance, femme vêtue de pourpre, dans la main droite, tient une feuille de palme, dans la main gauche, un frein. On lui met la feuille de palme en main, symbole du prix qu'ont au ciel ceux qui ont dominé leur passion, qui se sont assujettis eux-mêmes. La palme ne se plie pas, même sous des poids très lourds. Au contraire, elle se soulève, comme disent les auteurs, de même que l'âme tempérée, plus les passions se font présentes et plus elle l'harcèle, plus elle est capable de les supporter et de remporter la victoire. Alors, je reprends. Je vous remonte la gravure. Donc, si on poursuit mon interprétation, je pense qu'ici, on a une représentation de la victoire de la tempérance féminine. En quelque sorte, on a une sorte de victoire de la vertu féminine sur la calomnie. Et je me demande, alors là, c'est compliqué parce que, évidemment, elle n'est absolument pas explicite, cette gravure, si en fait, on n'a pas l'idée que cette défense de la calomnie à l'encontre de la vertu féminine se fait par écrit. Pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, la femme virile tient la feuille de palme à la manière d'une plume. Et le drapé, je pense que c'est un drapé, a un petit peu la forme d'un livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est assez curieux ce détail. Je sais pas, vous pourrez me dire ce que vous en pensez plus tard. Je ne suis pas entièrement sûre de mon interprétation, mais je trouve que c'est une drôle de manière de tenir une feuille de palme. Donc, si on récapitule, en fait, je pense que cette figure-là, de la femme plus âgée, de la femme virile, elle a une double fonction, celle de repousser la calomnie et celle de protéger cette figure-là plus jeune. Elle la protège de son pied, elle la regarde d'un regard assez bienveillant. Alors, selon les parties vocales, le regard est tantôt tourné vers nous. Là, on a l'impression qu'il est tourné vers nous, mais dans les autres parties, il est plutôt tourné vers cette femme-là. En tout cas, on voit bien que son corps tend vers elle. Elle est dans une attitude protectrice. Et cette figure-là regarde vers l'extérieur, elle regarde vers nous. Donc, en fait, si je récapitule tout ça, on pourrait avoir ici une magnifique illustration un petit peu encodée quand même de la défense de la vertu féminine contre la calomnie. Ça va assez bien dans le contexte biographique que j'évoquais tout à l'heure par rapport à Isabelle de Médicis, c'est-à-dire qu'elle vivait de façon assez peu conventionnelle puisqu'elle était séparée de corps de son mari, donc peut-être qu'il y a une partie comment dire, elle souhaitait peut-être défendre son propre honneur avec cette gravure, mais je me demande si on ne pourrait pas donner une valeur plus générique en fait à son geste et à cette gravure en imaginant qu'à partir de son propre exemple, Isabelle de Médicis en fait fait l'apologie de la vertu féminine en général. Donc elle s'appuie sur son propre exemple pour plaider la cause des femmes en général. Ce ne serait pas du tout incohérent par rapport à ce qu'on sait de l'histoire de la famille de Médicis. Et surtout, ça n'est que quelques mois plus tard
que Casulana a dédicacé son ouvrage à Isabelle de Médicis avec ces mots, pour le coup, extrêmement explicites. Or, je pense que Casulana connaissait Rossetti. J'en suis pas absolument certaine, mais il y a quand même il y a comme un faisceau d'indices qui nous le disent. À mon avis, ils vivaient tous les deux, ils vivaient tous les deux à Rome au début des années 1560. Ils étaient tous les deux dans l'entourage musical du cardinal Hippolyte d'Este. Casulana, ce serait un peu long de vous l'expliquer pourquoi, mais en tout cas, Rossetti s'est avéré puisqu'il il est dans les comptes du cardinal. Il travaillait comme organiste en 1563, 1564, peut-être jusqu'à 1565. Après, il passe au service des Médicis. Rossetti et Casulana publient dans les mêmes anthologies vénitiennes et ils mettent en musique un même texte poétique. Et tous les deux s'intéressaient de façon assez précoce au chromatisme. Ils font partie des quelques compositeurs de madrigaux qui ont inclus des chromatismes assez expérimentaux dans leur musique. Casulana va jusqu'à un accord de fa dièse majeur dans son premier livre de madrigaux de 1568. Donc fa dièse, la dièse, do dièse, c'est assez chromatique pour les années 1560. Et Rossetti, lui, va de l'autre côté du cycle des quintes avec un accord de sol bémol majeur, sol bémol, si bémol, ré bémol. Je pense que ces deux compositeurs se connaissaient et au début des années 1570, ils se retrouvent tous les deux à la cour impériale de Vienne de Maximilien II. Donc, selon moi, il se pourrait bien que Rossetti ait servi à la fois d'intermédiaire entre Casulana et Isabelle de Médicis, qui était sa patronne, dans les années 1566, 1568, mais aussi, en quelque sorte, qu'il ait ouvert la voie d'une phylogénie musicale qui va être, dans son cas, plutôt vraiment très suggérée de façon extrêmement délicate et de façon beaucoup plus appuyée chez Casulana. Donc, Casulana, en quelque sorte, pour reprendre un petit peu tous les éléments, en publiant son livre en 1568, en fait, on voit bien comment est-ce que ces propos qui nous semblent tellement révolutionnaires et tellement étonnants, tout à coup, une femme qui prend la parole comme ça, qui publie sa musique, on imagine un peu qu'elle tombe du ciel, mais en fait, non, elle ne tombe pas du ciel. Il y a tout un contexte mécénatique, intellectuel, musical, qui explique un petit peu son geste. Et pour Isabelle de Médicis, selon moi, elle se situait vraiment, elle était une espèce de convergence de la musique, de la créativité féminine et d'une forme de pensée philogine qui a certainement été élaborée conjointement avec Isabelle de Médicis. Je peux difficilement imaginer qu'Isabelle de Médicis n'ait pas eu son mot à dire sur la dédicace de Casulana. C'était trop engagé, à mon avis, pour pouvoir faire ça comme ça, de façon comme un électron libre. Alors, voilà, je serais heureuse de recueillir vos réactions si vous en avez, parce que je me rends compte que c'est quand même assez technique comme débat. Mais dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. Merci Catherine pour cette brillante démonstration. Alors, je suis certain qu'il y a des avis, des questions. Tu veux peut-être pour le moment quitter le partage d'écran, peut-être? Merci Catherine. Tout le monde est médusé par la rigueur du raisonnement. Non, mais c'est quand même assez pointu, assez technique, et du coup, je peux imaginer que ce soit un peu difficile de rentrer dans la matière. Je vais y aller, hein. Je vais lancer ma première question. Bonjour, merci pour ce travail. Et j'étais intrigué parce que durant mes études de musicologie, j'avais entendu parler de deux personnages, les dames, comme tu as dit, surtout Lucrezia Borgia et Giulia d'Este. Et Giulia? Giulia d'Este, qui fait partie de la famille d'Este. Bon, voilà. Et ce sont deux personnages
féminins qui ont eu un rôle très important dans le mécénatisme de la musique en Italie, aussi dans les arts en général. Dans la musique, par la promotion du genre qu'on appelle la frottola. La frottola. Et bon, je me disais, je ne sais pas, quand vous avez commencé votre intervention, j'ai directement pensé à ces deux dames parce que il y avait une rivalité entre elles qui a été bien documentée. On voit bien que cette rivalité a poussé aussi à l'émergence disons, où on a vu elle dépenser beaucoup d'argent et aussi dans les moyens pour que des musiciens viennent un peu chanter dans leurs différentes cours. C'était la cour de Mantova et la cour de Ferrara. Je veux savoir si dans ce sens aussi, on ne pouvait pas voir aussi une forme de, comment on dit ça, de place prépondérante qu'ont les femmes disons, dans cette forme d'exposition artistique. Surtout que le mari, entre-temps, n'était pas là parce qu'ils étaient en guerre. Et du coup, ça a laissé l'espace pour pouvoir expérimenter et faire des choses. Je ne sais pas si vous avez aussi vu ça dans votre... Alors, pour l'exemple d'Isabelle d'Este, c'est intéressant parce qu'effectivement, son mécénat, et qui est un des musicales, qui est un des plus importants en fait, dans la première moitié du XVIe siècle, est lié à la question philogine très fortement, puisqu'en fait, Isabelle d'Este, elle est typiquement un de ces exemples de femmes qui se saisit des petites possibilités qu'elle a pour encourager l'écriture de traités qui prennent la défense des femmes, dans lequel ses propres vertus musicales et donc toute l'image de mécène, mais aussi de musicienne qu'elle s'était forgée, est utilisée comme exemple d'excellence féminine. Donc ici, on a avec l'exemple d'Isabelle Dess, on a effectivement une articulation assez claire, assez nette entre une femme vraiment de la très haute aristocratie italienne qui promeut la musique et les arts en utilisant cela, défend les femmes par l'intermédiaire d'une plume qui ne peut pas être elle-même. Hein. Je ne suis pas sûre de répondre à votre question, mais le cas de Lucrezia Borgia, on est effectivement dans des contextes qui sont assez favorables. Donc la cour d'Est, c'est une cour qui a été une cour relativement philogine, à la fois philogine et aussi, comment dire, grande protectrice des femmes musiciennes. Et Lucrezia Borgia, sa fille, Suor Leonora d'Este, c'est probablement l'une des premières qui a en réalité publié de la musique, mais de façon anonyme. Après, comment est-ce que Lucrezia Borgia a pu mettre à profit son mécénat musical dans une optique de défense des femmes? Là, je ne sais pas si elle l'a fait en fait. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que dans ce terrain-là, on va dire le terrain est de la famille d'Este, permet beaucoup de choses, aussi bien historiquement, aussi bien depuis la fin du XVe siècle, sponsoriser des auteurs pour qu'ils prennent la défense des femmes, permettent que des femmes musiciennes écrivent de la musique, publient de la musique, et aussi permettent plus tard, à la fin du XVIe siècle, c'est un exemple très célèbre, peut-être que vous en avez entendu parler dans vos cours, les chanteuses professionnelles, en fait, avec les 3 célèbres chanteuses du duc d'Este. C'est le même terreau, et on voit qu'en fait, ce n'est pas un hasard si là où il y a de la phylogénie, là où on remet en question en partie les thèses de misogynes, en partie seulement, hein, eh ben, il se passe quelque chose de l'autre côté, d'une forme d'émancipation musicale et professionnelle des femmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci beaucoup.
Moi, Catherine, je dirais bien deux mots sur l'analyse iconographique. Merci, c'est gentil. Non, parce que c'est vrai que on sent que c'est un point qui aujourd'hui te mobilise beaucoup. Alors, je ne sais pas au fond quelle est la part que tu lui accordes dans l'ensemble de ta réflexion, l'analyse de ce frontispice qui est vraiment passionnant. Moi, j'ai envie de dire, on a très très envie d'adhérer à l'ensemble de la démonstration parce que les analyses étape par étape sont convaincantes. Moi, je me pose juste deux questions, si on vraiment des questions. C'est vrai que la manière dont tu interprètes, par exemple, le doigt pointé en te référant évidemment d'abord au plafond de la Sixtine, mais finalement en disant que tu l'interprètes autrement. Je me demande s'il y a d'autres, dans le contexte historique de l'époque, s'il y a d'autres exemples d'une, je ne vais pas dire d'un travestissement de la signification, mais d'une autre utilisation effectivement de ce code quand même qui est bien identifié du doigt tendu. Et puis la deuxième question qui est, tu convoques à un moment cette fresque de Véronèse. Alors, même si effectivement tu dis qu'il y a des moments où c'était tout à fait possible qu'il y ait une porosité, mais je trouve qu'en même temps, les univers esthétiques entre Michel-Ange et Véronèse sont quand même assez éloignés. Donc, je me demandais si là aussi il y avait d'autres exemples pour étayer, toujours à chaque fois pour étayer ta démonstration, qui pouvaient aller dans ce sens-là. Déjà, je te remercie de te lancer dans un débat sur mon analyse iconographique. Alors moi, évidemment, je ne suis pas historienne de l'art, donc j'avance un peu sur des œufs, vous l'aurez compris. Alors, je pense que, effectivement, il y a deux questions dans mon analyse iconographique de cette gravure. Tu en as souligné une. Finalement, est-ce qu'il y a juste une inspiration qui serait purement graphique, en fait, et qui ne serait pas nécessairement, nécessairement porteuse de sens? Le doigt, effectivement, on est très très loin du doigt d'Adam qui touche le doigt de Dieu. Le doigt créateur. Du doigt créateur de Dieu. Mais là, je pense que si c'est quelque chose, c'est pas le doigt ce serait plutôt le doigt d'Adam, pas le doigt de Dieu. Donc il y a presque quelque chose de blasphématoire, en fait, de cette chute tout à coup, quoique Adam a chuté aussi. Et du coup, est-il possible que ce soit simplement une inspiration qui serait d'ordre graphique et pas encodée du point de vue de la signification? Alors, si on va un peu plus loin, si tu prends la chute des damnés dans le jugement dernier de Michel-Ange, à mon avis, on peut avoir quelque chose aussi où là, on a plus de parallèles entre l'aspect graphique et l'aspect sémiotique, si je puis dire, puisqu'on a cette idée vraiment du corps qui chute et qui est puni. Et je me demande, en fait, mais le problème, c'est que je ne suis pas historienne de l'art, s'il n'y a pas aussi chez Véronèse, même si c'est deux univers iconographiques assez différents, enfin graphiques différents, aussi cette idée de la punition de l'homme terrassé, de l'homme qui tombe pour ses fautes, en fait. Mais on transpose quelque chose qui serait de l'ordre du sacré vers quelque chose de purement profane, qui est la loi vraiment ici maintenant terrestre, en fait, et pas la loi divine. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai l'idée qu'il est possible qu'il y ait une certaine déconnexion entre vraiment l'inspiration purement technique du trait et sa signification. L'autre point que je soulève et que toi, tu n'as pas soulevé, c'est la question du genre, en fait, finalement. On a deux femmes en haut, un homme en bas, ce qui, à mon avis, n'est pas nécessairement lié au genre des personnages. La faute n'est pas forcément une faute masculine parce qu'il y a un homme qui est représenté. La vertu n'est pas nécessairement une vertu féminine parce que c'est une femme qui est représentée. Enfin, ça, ce serait méconnaître la complexité des systèmes iconographiques et allégoriques, surtout à la Renaissance. Donc là aussi, j'ai un petit problème. Et le dernier point, c'est Véronèse. Effectivement, alors Véronèse, on est quand même pas très très loin. Est-ce que les graveurs connaissaient cette fresque? C'est pas nécessaire en fait pour ma démonstration, à mon avis. C'est plutôt l'idée que on peut agencer, on peut créer une image de cette manière et que ça prend sens d'une certaine façon. Disons, dans l'Italie au milieu du XVIe siècle. Je ne vous l'ai pas mis ici, mais en fait, il y a une autre
un autre tableau du début même du milieu du XVIIe siècle qui représente un homme terrassé par les vices. Et c'est un peu le même thème iconographique. Et là, ils ne se connaissaient pas. Mais je pense qu'on peut quand même parler de thèmes iconographiques qui sont partagés par une communauté, tant de peintres que de personnes qui les observent, en fait. Hein. Et la question est comment donner sens, en fait, à ces différents symboles qui sont agencés dans la page, la feuille de palme, le doigt pointé, etc. Et il me semblait quand même que même si Véronèse n'est pas l'inspiration première de cette gravure, ça pouvait quand même servir de clé herméneutique, en fait, tout simplement. Voilà, je prends des petits risques. Oui, c'est que j'ai un petit peu de mal, mais à penser qu'il peut y avoir simplement une influence de nature esthétique dans le trait, etc. Je pense que la portée allégorique et symbolique, elle est tellement forte dans toute la présentation à la Renaissance que tout à mon avis, dans comment dirais-je, dans l'esprit du graveur, du dessinateur, est porteur de sens. Mais voilà, c'est simplement pour te challenger. Non, mais en fait, le problème, c'est que l'influence de Michel-Ange est tellement diffuse que c'est compliqué de savoir si ce doigt, en fait, c'est juste inspiré directement par le doigt de la Genèse, ou alors est-ce que c'est vraiment devenu un motif, en fait. Là, il faudrait un historien de l'art pour voilà, ça mériterait parler de ça avec moi, quoi. Voilà. Je pense que ça étayerait la démonstration de dire qu'il y a eu effectivement d'autres utilisations ou d'autres significations associées à ça. Non, mais juste une chose, peut-être pour finir, dans le jugement dernier, ce n'est pas exactement le doigt, mais l'idée d'un doigt qui pointe vers le livre, c'est présent comme explication de la chute, en fait. Hein. Ce n'est pas le doigt de la Genèse, mais c'est le doigt qui montre, les anges qui montrent, voilà, tu t'es damné parce que tu n'as pas suivi la loi, en fait. Hein. Merci, Catherine. Alors, y a-t-il d'autres pour alimenter ce débat iconographique, ou au contraire sur l'ensemble de la démonstration L'ouvrage que tu publies, Catherine, sa structure, c'est quoi en 2 mots? Parce que là, tu nous as donné un aperçu, évidemment, de… C'est une sorte de monographie, enfin c'est une monographie sur Maddalena Casulana avec comme, disons, clé, comme problématique la question de l'exemplarité, la question de la phylogénie. Donc, c'est un petit peu la question que je pose, quel a été le contexte qui a rendu possible, en fait, l'émergence d'une figure comme Casulana au milieu du XVIe siècle, et l'émergence et la conjonction de propos phylogynes dans un contexte musical, en fait.